Donc la première question, c'est à quel titre réalisez-vous cet entretien et quel est votre rapport à l'école? Donc je vais d'abord me présenter, je m'appelle Michael Verboed, je suis député bruxellois pour le Parti du Travail de Belgique, donc je siège au Parlement bruxellois. Là on traite de questions d'enseignement, même si la région n'est pas directement compétente en matière d'enseignement. Mais en fait il se fait qu'auparavant j'étais président de la Fédération des étudiants francophones, donc j'ai beaucoup travaillé sur les questions d'enseignement, sur l'enseignement supérieur, mais ça m'a amené directement à parler aussi des questions d'enseignement plus généralement. Et puis j'ai aussi été chargé d'études pendant plus de 2 ans à la Ligue des familles. Et là je m'occupais des questions d'enseignement à la Ligue des familles, dans le service d'études de la Ligue des familles. Donc j'ai réalisé des études dans le cadre de mon boulot sur les questions scolaires. Et depuis toujours, j'ai toujours été très touché par les questions d'enseignement. C'est vraiment la FEF et mon militantisme étudiant qui m'a poussé à faire ça. Et moi je suis arrivé sur les questions scolaires, surtout sur la question de l'accessibilité et des inégalités dans l'enseignement. Et je raconte l'histoire qui m'a marqué et qui marquera toute ma vie. C'est cette étudiante qui m'a dit que pour payer ses études, pour payer son Minerval, son logement et sa garantie locative au mois de septembre, tout devait venir en un coup. Ses parents devaient se mettre pendant 2 mois à un régime juste de pâtes. Donc ils mangeaient des pâtes pendant 2 mois à la maison. Ses parents, elle et sa petite sœur, pour lui payer ses études. Et ça c'est une image qui m'est restée, de me dire c'est quand même pas normal qu'en Belgique, un pays aussi riche, il y a des gens qui doivent réduire leur alimentation ou se priver à ce point-là pour payer ce qui au final a un droit, à savoir l'enseignement. Alors, la deuxième question c'est quels sont les écrits actuels ou passés auxquels je me réfère ou auxquels je me sens proche. D'abord, il y a Pierre Bourdieu, que vous connaissez sans doute, qui a écrit pas mal sur les inégalités dans l'enseignement et la reproduction des inégalités, la reproduction sociale dans l'enseignement. Donc ça, c'est quelqu'un qui me parle et qui me montre surtout qu'il y a qu'une continuité très forte dans le rôle de l'école, le rôle de perpétuer, je dirais, les inégalités scolaires. Mais plus récemment, il y a des chercheurs ou des intellectuels que vous allez aussi rencontrer, comme Nico Hirt, Bernard Delvaux écrit aussi sur ces questions-là, sur les problèmes de l'école. Par exemple, Bernard De Vos aussi, quelqu'un qui m'intéresse beaucoup, tout le travail qui est fait dans certaines associations comme l'Appel pour une école démocratique, Changement pour l'égalité. Et puis au final, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ces questions-là. Je me suis rendu compte que la Ligue des familles travaille aussi sur ces questions-là. La fédération des associations de parents, donc voilà, ça c'est un peu des courants qui dénoncent surtout les inégalités, les problèmes dans les écoles, duquel je me sens assez proche et auxquels je me réfère assez souvent. Et de quels écrits je me sens plus éloigné? En fait, moi je me sens éloigné, j'ai pas vraiment de personnes ou de références précises, mais je me sens éloigné de tous les courants qui estiment qu'il faut rapprocher l'école de l'entreprise, qu'il faut mettre l'école au service de l'entreprise. Par exemple, il y a McKinsey, qui est une boîte de consultance assez connue, qui écrit pas mal de rapports là-dessus. Et donc voilà, ça c'est vraiment les courants, les penseurs, si je peux m'exprimer ainsi, auxquels je me pose. Et alors tous les courants qui veulent conserver une école élitiste. Et pour la nommer, il y a une ASBL qui s'appelle l'ASBL Élèves, qui milite fortement contre le décret d'inscription. On aura l'occasion d'y revenir plus tard. Et donc en fait, qui continue à perpétuer un enseignement inégalitaire. Et bon voilà, ça c'est vraiment des gens contre lesquels, des courants contre lesquels je me bats, et des courants qui se retrouvent essentiellement dans l'EMR et dans une certaine mesure aussi dans le CDH. Là-dessus, je pense que l'éloignement idéologique est assez clair. Alors, est-ce que j'ai même produit des textes ou des documents sur ma position par rapport à l'école? Et quels sont les éléments principaux? Pourquoi ce document est-il important pour mieux connaître votre position? Bon, moi, comme j'étais à la FEF, comme j'ai été à la Ligue des familles, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup écrit en fait. Mais je pense qu'il y a un document plus récent qui me parle plus d'écrire ce que je pense et ce que pense en fait mon parti aussi. C'est un bouquin qu'on a écrit l'année passée qui s'appelle La taxe des millionnaires et 7 autres idées brillantes pour changer la société. Où là l'idée c'était un peu
On dit souvent, oui, la gauche ne fait que critiquer, dire que ça c'est mauvais, ça c'est mal, il ne propose rien. Ici, on a voulu proposer quelque chose de plus positif dans plusieurs courants, et un des chapitres là-dedans, ce qui est aussi un symbole de l'importance que le PTB, que mon parti donne en fait à l'enseignement, et un chapitre qui est consacré à l'enseignement. Et je l'ai écrit avec Mie Branders, qui est une conseillère communale à Anvers, et médecin aussi dans la banlieue anversoise, qui est fort touchée par tous les aspects des parents. Elle est médecin, donc elle voit les parents qui arrivent chez elle pour parler des problèmes de santé, mais aussi de leurs problèmes dans la vie quotidienne. Et elle se rend compte que beaucoup de gens ont des problèmes par rapport à l'école, beaucoup de parents ont des problèmes par rapport à l'école, ça les stresse, ça peut même avoir un impact sur la santé. Donc voilà, donc on a écrit un chapitre là-dessus, et le titre du chapitre c'est « Un enseignement pour les mains, la tête et le cœur ». Et en fait, l'idée qu'on veut défendre avec ça, c'est qu'on voulait vraiment donner une idée d'une école ouverte sur le monde, une école qui ne se limite pas à donner un savoir théorique à des jeunes qui doivent rester assis 8 heures par jour sur une chaise et écouter un savoir théorique qu'un professeur leur déverse, mais plutôt de dire que nous on pense, on rêve entre guillemets d'une école qui, d'une part, évidemment, continue à donner des savoirs théoriques, mais assez poussés aux jeunes. Donc, ça, c'est aussi une critique par rapport à ce qu'on fait maintenant, où les savoirs théoriques, moi j'ai étudié l'histoire, donc je suis bien placé pour savoir qu'on parle de moins en moins d'histoire dans les cours. On parle de compétences, mais on ne parle plus d'histoire. C'est important de revenir vers le savoir théorique, mais aussi, de l'autre côté, donner la possibilité à tout le monde d'à la fois développer son corps, hein, ça c'est l'aspect le cœur, et aussi les mains, à savoir aussi les compétences techniques ou les connaissances techniques. Donc moi je dis toujours, moi si on me met devant un moteur de voiture, j'y comprends rien, et inversement, un mécanicien qui étudie mécanique à l'école, si on le met devant un cours d'histoire, il comprend rien non plus. Et on trouve que c'est pas normal, et que tout le monde doit pouvoir avoir des connaissances théoriques poussées, en même temps des connaissances techniques, et en même temps un développement physique et culturel important. Et ça, c'est ce qu'on explique dans le bouquin avec un peu des idées positives, des idées simples. Mais je pense que c'est une idée qui est défendue par d'autres, et ce qu'on appelle le tronc commun polytechnique. Nous, on pense que cet enseignement pour la tête, le cœur et les mains doit être organisé de 6 à 16 ans, et que tout le monde ait accès à ces mêmes connaissances, et qu'on ne divise pas les étudiants en filières de manière très précoce. Parce qu'en fait, on se rend compte, et on aura l'occasion d'y revenir, que l'organisation en filière, la division de l'enseignement en différentes filières, en différentes écoles, est en fait une source de ségrégation sociale et de reproduction des inégalités. Et donc ce bouquin, c'est en 15 pages, on a écrit un chapitre sur l'enseignement, mais ça résume, je pense, assez bien ma vision, qui est celle de mon parti aussi, sur les questions sociales, pour donner un enseignement polytechnique qui développe tous les aspects de l'être humain à tous, et pas seulement à une certaine élite. Et c'est aussi un élément très important de lutte contre les inégalités dans l'enseignement obligatoire qu'on connaît en Belgique. Alors la question qui est la cinquième, c'est quels sont les principes essentiels qui devraient fonder notre école. Je pense que j'ai déjà répondu. Il y a la question du contenu, hein, de quels sont les savoirs qu'on donne à l'école. Il y a le tronc commun polytechnique avec, je le rajoute ici, mais c'est le moins possible de redoublement. On sait que c'est un problème fondamental en communauté française. On est les champions du monde en redoublement. Il y a un élève sur deux qui a 15 ans a au moins doublé un an, et c'est une situation qui est inédite dans le monde, à ma connaissance. Donc ça, c'est le tronc commun polytechnique, c'est un principe essentiel qui doit guider, qui doit fonder notre école. Il y a la lutte contre les inégalités. Le tronc commun polytechnique permet ça, mais il y a aussi la question de la gratuité. Donc depuis très longtemps, la Belgique s'est engagée à aller vers une gratuité de l'enseignement obligatoire. Il y a la Convention internationale des droits de l'homme, il y a la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, il y a le pacte international de l'ONU relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966. Donc tout ça, c'est inscrit dans les droits de l'homme. La Belgique a ratifié ça, donc a dit on est d'accord avec ça. Et dans les faits, on constate que chaque année, l'école coûte cher. À la Ligue des familles, quand je travaillais là, on faisait chaque année une étude sur quel est le coût de la scolarité obligatoire, et on est chaque fois effrayé du coût que c'est pour les parents. Et non seulement c'est un coût, mais en plus de ça, c'est un prétexte qui est utilisé par certaines écoles pour discriminer. Je vais donner un exemple.
en première secondaire, les écoles doivent donner l'estimation du coût que les parents vont devoir payer pendant l'année. Et une des manières pour les écoles élitistes d'éviter qu'il y ait des élèves issus de milieux populaires qui viennent s'inscrire chez eux, c'est de dire en première année ça va coûter autant parce qu'il va y avoir tel voyage scolaire et c'est difficile de ne pas y aller parce que si vous n'y allez pas, l'élève aura des difficultés à l'examen, etc., etc. Et donc on a des témoignages de parents issus de milieux populaires qui n'inscrivent pas leur enfant dans certaines écoles élitistes, je ne vais pas les nommer ici, c'est pas le propos, parce que justement l'aspect coût, ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir le payer. Et donc on voit que la gratuité, c'est un principe fondamental pour arriver à une école plus égalitaire, une école plus démocratique qu'on appelle de nos voeux. Voilà, il y a encore d'autres choses qui sont inscrites dans notre programme, je pourrais donner les références à votre professeur. Mais il y a un aspect fondamental, parce que tout le monde va me dire, ok, il faut avoir un tronc commun, il faut peut-être plus de profs, il faut une école gratuite, tout ça va coûter de l'argent, et nous on pense qu'évidemment il faut avoir un enseignement qui soit financé autour de ses besoins. Et donc là-dessus on dit que d'une part il faut refinancer l'enseignement, il faut mettre plus d'argent dans l'enseignement, et nous on prend toujours l'exemple de dire, voilà, le gouvernement dit on n'a pas d'argent pour mettre dans l'enseignement, mais par ailleurs, voilà, le gouvernement fédéral est prêt à mettre 6 milliards d'euros pour acheter des avions de chasse. Donc on dit, est-ce qu'on préfère mettre de l'argent dans des avions de chasse ou refinancer les communautés pour avoir un enseignement de qualité. Donc nous, on pose clairement cette dichotomie-là, ce choix-là. Et nous, on pense qu'investir dans l'enseignement, c'est une question fondamentale qui est en fait la clé de voûte de tout le reste. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais je pense que les principes essentiels, à savoir un tronc commun de 6 à 16 ans, polytechnique, la gratuité de l'enseignement plus un financement, je pense que c'est des principes essentiels que nous défendons et je pense aussi qu'ils nous distinguent d'autres partis politiques. Donc voilà, donc les 3 éléments qu'on souhaite pouvoir modifier par rapport à l'école telle qu'elle existe actuellement. Bon voilà, je pense que j'ai déjà parlé, peut-être des éléments plus précis, je parlais de la question du redoublement. C'est une question fondamentale, on sait que ça amène plus à du découragement qu'autre chose, donc si c'est un sujet fondamental sur lequel on doit pouvoir modifier actuellement notre système scolaire, c'est la question du redoublement. Ça c'est très, très précis et en même temps très très important. Il y a la question de la taille des classes. On sait que la taille des classes n'arrête pas d'augmenter et c'est un problème pour la qualité de l'enseignement. Donc nous on prône des classes plus petites, donc moins de 15 élèves jusqu'à 9 ans et puis ça peut augmenter par après, mais en tout cas jusqu'à 9 ans, on sait que c'est crucial d'avoir ça, des classes plus petites. Et un élément important aussi, c'est de permettre à l'enseignement maternel d'être obligatoire plus tôt. Donc pour l'instant, c'est obligatoire à partir de 6 ans, l'obligation scolaire c'est 6 à 18 ans. Nous on pense qu'il faut commencer plus tôt, on sait que ça a des impacts positifs sur le développement des élèves et c'est aussi un élément de lutte contre les inégalités. 3 éléments essentiels qu'on voudrait voir maintenus. D'une part, je pense que le fait qu'on ait des écoles, encore beaucoup d'écoles de petite taille, qu'on n'ait pas des grosses fusions d'écoles, comme on peut voir dans les hautes écoles ou les universités, je pense que ça c'est essentiel pour l'enseignement francophone en Belgique. Je pense que ça c'est un élément qui est important. D'autres éléments essentiels qu'on pourrait voir maintenus. C'est une bonne question ça. C'est une très bonne question. Maintenu. Quart de temps qui me reste. Je vais revenir après sur la question. Si quel conseil on donnerait à un enseignant qui débute sa carrière demain ? Le conseil que j'ai envie de lui donner, c'est de s'accrocher. Parce qu'on sait un enseignant sur 2 a arrêté d'enseigner après 5 ans. Donc on pense que ça c'est un élément qui est important. Et je pense que là-dedans c'est important que les enseignants soient acteurs aussi du changement qu'il doit y avoir à l'école. Et on pense aux associations, donc je sais par exemple que l'appel pour une école démocratique essaie de réunir des enseignants critiques par rapport à l'enseignement qui veulent le changer. Mais il y a d'autres associations, c'est Changement pour l'égalité, il y a d'autres associations qui existent aussi. Il y a aussi les syndicats.
Et on pense que c'est important que les enseignants participent aussi au changement de l'école, qu'ils soient aussi acteurs du changement de l'école et qu'ils ne subissent pas uniquement les problèmes qu'il y a, parce qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, je dirais s'accrocher parce que c'est pas évident, chercher l'action collective pour essayer de trouver des solutions via l'engagement dans des associations ou les syndicats. Alors quel conseil je donnerais à un élève qui rentrerait en première primaire demain ? Ça c'est une bonne question aussi parce que on a souvent tendance à un élève lui donner que l'aspect scolaire, mais je pense que c'est important de rappeler que l'épanouissement de l'enfant, le fait de prendre du plaisir à l'école, prendre plaisir à ce qu'on apprend, c'est un point crucial. En fait, c'est un point crucial parce que on est trop souvent dans une logique actuellement de dire il faut étudier ceci parce qu'il y a un examen demain. Et nous, on pense que ce qui est important, c'est que les élèves prennent du plaisir aussi. Et donc, je dirais un peu aux élèves aussi d'essayer de s'impliquer dans des projets. Il y a des écoles qui développent des projets participatifs, comme j'ai une école, on en parle dans le bouquin, une école à Bois-Saint-Mal-Boisfort, c'est un exemple. Il y en a d'autres qui développent un potager. Voilà. Et donc ça, c'est aussi l'idée de donner à l'enfant la possibilité d'apprendre de manière différente et d'avoir du plaisir. Et donc, je pense qu'un conseil important, c'est de trouver du plaisir à ce qu'on apprend, à la manière dont on l'apprend. Et ça, c'est, à mon avis, quelque chose qui est un bon conseil pour un élève qui rentre, même si c'est pas facile parce que le système scolaire auquel on fait face ne pousse pas à ça. Mais se battre pour qu'on puisse prendre du plaisir, c'est un point important. Alors, complétez les phrases suivantes. Alors, A, l'école devrait. Moi, je dirais que l'école, justement, devrait donner du plaisir aux élèves. Je pense que ça, c'est un principe fondamental dans la manière dont on apprend, dont les enseignants donnent le savoir. C'est l'école devrait donner du plaisir aux élèves. L'école ne devrait pas... l'école, pas l'école, le bâtiment, mais je dirais l'école comme institution, l'école ne devrait pas reproduire les inégalités sociales. C'est pas normal que des élèves dès 6 ans, en fait, que l'origine sociale d'un élève détermine en fait son parcours. On sait que quand on vient d'un milieu défavorisé, on a très très peu de chances de continuer dans l'enseignement général et de finalement terminer par l'université. Alors que quand on est enfant de cadre, on a 80% de chances de terminer ce même à l'université, de devenir ce même un cadre. Et donc je pense que ça c'est un point fondamental. L'école ne devrait pas reproduire les inégalités sociales. Les enseignants sont... Moi je dis les enseignants sont courageux. Les enseignants sont courageux, c'est un métier qui n'est pas facile. Il y a beaucoup de défis et les enseignants surtout s'en prennent plein la gueule, pour le dire comme ça. Dans les médias, on parle souvent des enseignants qui n'en foutent pas une, des enseignants qui n'ont que X heures de cours par semaine. Moi je trouve que c'est un discours qui doit arrêter et les enseignants sont courageux et ils ont raison de se battre pour leurs droits. Les élèves sont... malheureusement, les élèves sont souvent victimes d'un système scolaire qui leur tombe dessus. Ils doivent, comme je le disais, étudier parce qu'il y a examen, ils doivent travailler parce que le professeur l'a voulu, mais pas parce qu'ils prennent du plaisir. Les parents sont... pour moi, sont et devraient être des acteurs de l'école. Donc je ne pense pas que les parents doivent se substituer aux enseignants, mais les parents doivent faire partie de l'école, et l'école doit être plus ouverte aussi pour permettre aux parents de s'impliquer dans l'école. Quelle est la question qu'on ne vous pose jamais et que vous aimeriez qu'on vous pose plus souvent à propos de l'école ? La question qu'on me pose, qu'on me pose jamais, c'est quelle est la vision du PTB sur l'enseignement. On a tenté d'y répondre là-dedans. On est souvent, comme je le disais, on nous accuse souvent d'être mais vous dites que des trucs négatifs, vous venez toujours avec le même discours. Je pense qu'au contraire, on a des choses à dire, on a des choses positives à dire, et malheureusement on ne nous pose pas assez souvent ça. Et dès que le PTB arrive avec des idées, c'est oui mais bon, c'est l'opposition, vous n'avez pas voix au chapitre. Et donc j'aimerais qu'on pose plus souvent la question, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous pose ? Qu'est-ce que le PTB a de positif à proposer ? Et donc là sur d'autres questions, la numéro 7, donc je disais des petites écoles, les éléments essentiels à maintenir. Il y a aussi la liberté pédagogique. Je pense que je suis contre l'idée que les enseignants doivent
appliquer des programmes définis du dessus et qu'ils n'ont aucune liberté pédagogique. Donc je pense que ça c'est un point essentiel. Et enfin, je trouve aussi que il doit toujours avoir cette volonté, je vais terminer, toujours avoir cette volonté que les enseignants ont de donner cours et d'essayer de changer les jeunes, parce que je pense que c'est un des métiers les plus fabuleux qu'on peut faire, c'est de changer la société avec les plus jeunes. Et ça, c'est un élément que beaucoup d'enseignants ont et que je trouve qu'il devrait être mis en avant plutôt que dévalorisé.